Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Academy et restez avec nous pour ce nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire. Depuis quelques années maintenant, nous assistons à un retour sur la scène universitaire, retour assez inattendu, celui de l'Action française. Il faut d'abord associer le nom de l'Action française à celui d'un journal. Mais ce nom désigne globalement aussi ce mouvement royaliste, nationaliste créé à la fin du XIXe siècle dans le contexte de l'affaire Dreyfus, un mouvement qui devint une des écoles de pensée les plus importantes de la première moitié du XXe siècle et dont l'influence s'exerça d'ailleurs bien au-delà de nos frontières et même de nos frontières européennes. En 1998, François Huguenin, dans son ouvrage « À l'école de l'Action française » paru chez Lattès, avait décrit toute la complexité intellectuelle de ce groupe que l'on ne pourrait réduire, que l'on ne saurait réduire à la simple étiquette de mouvement d'extrême droite. Animé par sa figure principale, Charles Maurras, il influença de près ou de loin des écrivains mais aussi des hommes politiques, de Bernanos à Maritain en passant par Marcel Proust, du général de Gaulle à François Mitterrand en passant par Georges Pompidou. Dominé par trois figures bien différentes, Charles Maurras donc, Léon Daudet, le fils d'Alphonse, et Jacques Bainville. Chacune de ces trois personnalités vécurent une postérité littéraire différente. On publia ainsi beaucoup sur Maurras, pourtant très peu de ses ouvrages furent réédités. Tout le contraire d'un Jacques Bainville qui lui fut largement réédité, tandis que peu d'historiens se penchèrent sur son œuvre. Or, depuis quelques années, l'université française fait preuve d'un intérêt renouvelé pour l'action, l'influence et tout simplement la pensée du mouvement nationaliste et royaliste, indispensable à la compréhension de la Troisième République, mais aussi de l'époque contemporaine. C'est sur cette approche universitaire que je souhaiterais m'arrêter aujourd'hui avec trois historiens, Georges-Henri Soutou, Michel Lemarie et Olivier Dard. Georges-Henri Soutou, bonjour. Bonjour, Sophie Kess. Vous êtes un habitué de Canal Academy, vous êtes membre de l'Institut et vous avez dirigé avec Martin Motte un colloque consacré à un ouvrage peu connu de Maurras et pourtant important, nous allons le voir. Ce colloque a été publié, les actes du colloque ont été publiés sous le titre « Entre la vieille Europe et la seule France, Charles Maurras, la politique extérieure et la défense nationale » paru chez Economica. Michel Lemarie, bonjour. Bonjour. Alors Michel Lemarie, vous avez un rôle bien particulier puisque vous avez été un des initiateurs, d'ailleurs non sans l'influence de René Raymond, d'une série de colloques sur l'Action française. Il y a eu en 2007, si mes souvenirs sont bons, l'Action française culture, société, politique, paru aux éditions Septentrion. Il y a eu un deuxième colloque organisé par vous, Olivier Dard, bonjour. Bonjour. Et Michel Grunewald, L'étranger et Charles Maurras, paru chez l'éditeur suisse Peter Lang. Et enfin, Michel Lemarie, vous êtes revenu sur la scène du crime puisque vous avez co-dirigé avec Olivier Dard et Neil McWilliam Le Maurrassisme et la culture qui va paraître très prochainement. L'Action française, donc culture, société, politique, le tome 3. Et je me dois de citer Jacques Bainville, Profil et réception. C'est un colloque que vous avez organisé, là encore, Olivier Dard avec Michel Grunewald, toujours chez le même éditeur Peter Lang. Alors, ma première question, messieurs, sera assez simple. Comment expliquer tout simplement le regain d'intérêt de l'université à l'égard du mouvement royaliste, l'Action française? Comment expliquer ce passage de l'ombre à la lumière? Georges-Henri Soutou. Bon, mon explication personnelle ne peut, je pense, pas être généralisée parce que je m'occupe d'histoire de relations internationales et j'ai beaucoup plus de contacts avec des collègues étrangers qu'avec des collègues français dans des disciplines qui ne sont pas la mienne, disons-le très nettement. Enfin, il me semble qu'il n'est tout simplement pas possible, une fois dépassé la période de l'après-guerre, etc., de perdre de vue tout ce continent qui avait été en partie oublié, que vous avez rappelé au début de cette émission, y compris, bien sûr, Bainville, Maurras, Daudet, chacun dans son domaine. Donc, il n'est pas possible de comprendre entre eux les positions des adversaires de l'Action française depuis la Première Guerre mondiale, et même avant, bien sûr. Il n'est pas possible de la comprendre si on n'a pas en tête les positions de l'Action française, car il y a eu constamment des polémiques, des oppositions, des discussions. Ce n'est pas une matière morte que nous analysons, c'est un débat que nous reconstituons en rétablissant l'un des pôles qui avait eu tendance à disparaître de la mémoire, n'est-ce pas ?
Voilà l'explication que je donnerai pour ma part. Michel et Marie. Bien, tout simplement, l'intérêt pour l'Action française, c'est parce que l'Action française, et le mot racisme, on reviendra d'ailleurs sur ces questions, c'est un pôle important de la vie politique et de la vie culturelle de la France jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour nous, l'Action française, c'est un objet d'histoire qui doit être étudié de la même façon, avec les mêmes outils et avec des regards divers, qui doit être étudié comme le communisme ou comme le radicalisme sur lequel on a beaucoup de choses. Je dois dire aussi, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, qu'un certain nombre de travaux importants ont été menés véritablement sur l'Action française. Je pense aux études maurassiennes qu'avait impulsé Victor Nguyen et qui présentait cette caractéristique de mêler à la fois des études universitaires et également des témoignages, des études menées par des épigones. C'est bien évidemment pas le cas des 3 colloques que vous avez évoqués pour commencer. Olivier ? Oui, je souscrirai à ce qu'ont dit mes collègues. J'ajouterais simplement 2 choses pour ma part. C'est que, de mon point de vue, l'intérêt pour l'histoire de l'Action française passe par l'importance de cette dernière, non seulement pour la période de l'avant-guerre, mais également sur l'après-45, en travaillant par exemple sur les étudiants nationalistes ou sur l'histoire de l'Algérie française. Je m'étais rendu compte que l'empreinte du maurassisme dépassait effectivement la période de la Seconde Guerre mondiale et qu'il y avait véritablement quelque chose à creuser de ce point de vue. Et j'ajouterais que pour ma part, j'ai mesuré aussi l'importance de l'Action française à partir d'un regard porté depuis l'étranger, notamment en étant amené à participer à des discussions au Canada sur les relais, le poids de l'Action française, autour notamment de la figure de l'abbé Groulx, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Et je me suis rendu compte que l'intérêt pour l'Action française et pour le maurassisme n'était pas forcément uniquement un problème hexagonal et un intérêt hexagonal, mais qu'on pouvait réaborder Maurras, réaborder la question de l'Action française en venant de l'extérieur, et je crois que c'est important à souligner. Quelle nuance peut-on apporter au terme de maurassisme, d'Action française ? Je le disais au début de cette émission que l'Action française est d'abord un journal. Le titre de votre ouvrage, Olivier Dard, c'est Charles Maurras et l'étranger. Est-ce qu'on peut faire un amalgame entre tous ces personnages, ces piliers qui constituèrent l'Action française, Daudet, Bainville, Maurras, et toutes les nuances idéologiques qu'il peut y avoir et que présente d'ailleurs François Huguenin dans son livre, ou au contraire avoir une approche vraiment globale du phénomène politique et de la pensée politique ? Je crois qu'il faut le faire les deux. Parce qu'il est évident que pour les acteurs de l'époque, à tous les niveaux, c'était un ensemble. En même temps, il faut distinguer. Il y a un corps de doctrine, lui-même d'ailleurs complexe, riche. Bon. Il y a le journal, il y a le mouvement. Beaucoup de gens lisent le journal et n'adhèrent pas au mouvement. Peut-être que l'inverse n'était pas vrai, mais il est évident qu'on ne peut pas confondre les deux. D'autre part, à l'intérieur même du corps de doctrine, du mouvement et du journal, vous avez des personnalités qui ont chacune leurs orientations, qui s'entendent mais qui ne se recouvrent pas. On a cité Bainville, Maurras, Daudet, on peut en citer d'autres, y compris d'ailleurs ceux qui, à certains moments, comme Valois ou d'autres, sont partis, parce qu'il y a toute une nébuleuse. Si on ajoute à l'Action française des gens qui ont quitté l'Action française à un moment donné, donc voilà, c'est cette nébuleuse. Alors, il faut chaque fois préciser, je pense que c'est le sens de votre question, ce dont on parle exactement, tout en sachant que cette nébuleuse, en même temps, forme bien un bloc quand même. Michel Lemarie. Oui, je crois que le maurassisme dépasse, excède largement la personne de Maurras. Maurras, effectivement, est central. C'est lui qui fixe d'ailleurs très tôt un corps de doctrine avec un certain nombre de thématiques récurrentes, obsessionnelles même, on les connaît, c'est l'antirépublicanisme, c'est l'antisémitisme, c'est l'antiparlementarisme. Mais ce qui nous apparaît au fur et à mesure que l'on progresse, c'est qu'il y a de multiples facettes dans l'Action française et dans le maurassisme. Multiples facettes incarnées par différents personnages, plus ou moins important, que ceci d'ailleurs est effectivement, comme vous le soulignez, Jean-Henri Sautou, est suivi Maurras ou qu'ils aient rompu avec lui. Rebatté disait que l'histoire de l'Action française était un long chapelet de dissidence. Et ces différentes facettes, c'est à la fois la petite revue grise, c'est le journal, le quotidien, c'est l'Institut, c'est la Ligue, bien sûr, la Ligue d'Action française, c'est les Camelots du Roi. Ce sont des revues alliées. Ainsi, la revue universelle, qui est extrêmement importante.
Il y a donc tout un ensemble de thèmes qui sont d'ailleurs monnayés, distribués, relayés de façon diverse selon les uns ou les autres. Par exemple, Bainville ne traite pas des thématiques forcément exactement les mêmes que celles de Maurras. Daudet, lui, a une veine pamphlétaire qui court de Drummond, Maurras à Léon Daudet, et qui n'est pas du tout le style même de l'homme et de la plume de Jacques Bainville, par exemple. Alors, je vais me permettre d'engager la réflexion sur les différents actes des colloques donc, qui viennent d'être publiés. Je commence par vous, Georges-Henri Soutou, et précisément, je rebondis sur ce que vous venez de dire et sur ce que vient de dire Michel Lémarie. On a souvent reproché, Barrès républicain, reproché à Maurras une sorte de fixisme dans son idéologie. Or, vous montrez très bien, vous, Georges-Henri Soutou, que en matière de politique étrangère, et donc à partir du livre qui a été étudié à l'occasion de ce colloque, qu'il est Tanger, qu'il y a une évolution de la pensée maurassienne. Oui, il y a des évolutions, il y a trois grands moments qui sont peut-être trois axes d'ailleurs, parce qu'on pourrait dans le détail probablement voir des recouvrements. Mais qu'il est Tanger avant la guerre de 14, l'axe est très net. On se dirige vers ce qu'on n'appelle pas des superpuissances, mais ce sont les empires, les grands empires. Et la France va se trouver prise entre ces empires redoutables, etc. Et pour, j'ose dire vulgairement, s'en sortir, elle doit prendre la tête des petites puissances européennes pour les organiser, les diriger et constituer un môle de résistance face aux grands empires. Et puis, probablement sous l'influence de Bainville et l'expérience de la guerre de 14, où la France est quand même alliée à de grands empires contre d'autres grands empires, les choses changent, Maurras est davantage impressionné par les idées de Bainville qui sont plus classiquement concert européen. L'idée fondamentale de Bainville, qu'il a toujours illustrée, que vous avez vous-même fort bien écrit, c'est qu'au fond, contrairement à ce que pensaient Napoléon III, puis plus tard les Républicains, ou avant même Napoléon III, les Républicains, et après de nouveau, les traités de Vienne de 1815 n'avaient pas apporté que des éléments négatifs pour la France, parce qu'il avait en même temps créé un système européen équilibré qui garantissait les intérêts français. Donc, l'idée d'un système européen équilibré va ensuite, je dirais en gros pendant l'entre-deux-guerres jusqu'à la montée du national-socialisme, impressionner les analyses d'ensemble de l'action française, avec toutes les nuances qu'on voudra. Et puis après ça monte bien sûr le national-socialisme, que l'action française, Maurras a vu venir, dans des termes qui sont peut-être pas les nôtres. Il voit le germanisme, Guillaume II, etc. Enfin, il voit très très bien ce qui va se passer, il le décrit très bien. Et puis voit monter également le communisme soviétique, considère que les États-Unis sont également une puissance qui va poser bien des problèmes, d'où, face à l'occupation, à la situation où se trouve la France après 1940, d'autres ont fait d'autres choix, bien entendu, mais Maurras ne dit pas la France seule, ce qui est un contresens, il dit la seule France, qui est tout à fait différent, ce qui veut dire qu'il faut s'orienter en fonction des intérêts français, et ne pas se rallier à des groupes idéologiques internationaux qui vont se traduire par des divisions en France même, aboutir à la guerre civile et au moins à l'affaiblissement du pays. Donc la France seule, c'est pas du tout son propos, c'est la seule France, c'est placer chaque fois en tête l'analyse française des intérêts français. Et en fonction de cette analyse, se rallier ensuite à tel ou tel allié si c'est possible. Alors ça, ce sont trois moments qui en même temps en correspondent quand même, étant donné la situation géopolitique du pays à cause de Sedan en 1870, il n'est plus une grande puissance au sens plein du terme. Et ce sont les trois moments qui ont, disons, toujours informé la politique extérieure française. Ou bien la France prend la tête des petites puissances, ses nationalités, après les pays d'Europe danubienne après 1914, c'est les pays du tiers-monde, éventuellement à l'époque gaulienne. Ou bien la France joue le concert européen, Gérald de Gaulle lui-même utilise très fréquemment cette expression. Ou bien alors on en revient à la seule appréciation des intérêts français, et là c'est la divine surprise, si j'ose dire, en reprenant un terme de Maurras dans un autre contexte, c'est la bombe atomique, dont Maurras parle lui-même d'ailleurs à la fin de sa vie, et qui permet, au moins en théorie, de reconstruire une sorte d'indépendance de choix. Pas l'indépendance telle qu'on l'a décrit, c'est le solipsisme absolu, c'est pas possible, mais l'indépendance de choix. On se détermine soi-même parce qu'on a l'arme absolue. Voilà. Malgré tout, qu'il est Tanger est une remise en cause institutionnelle, puisque Maurras pense que la République n'a pas les armes
pour pouvoir répondre à sa politique étrangère. Eh bien, c'est tout à fait exact. Et même certains de ses adversaires républicains les plus intelligents, comme Marcel Samba, qui a répondu en écrivant un livre qui est en fait une réponse à Maurras. Une réponse du genre « Maurras a raison, mais j'en tire pas les mêmes conclusions. Faites la paix, sinon faites un roi ». Bon, il signifie exactement ce que dit Maurras. Une politique extérieure d'une république qui forcément ne peut être que pacifiste, parce qu'elle ne peut pas se lancer dans les grandes opérations qu'une monarchie peut envisager de mener. Alors, si vous prenez la suite, vous avez toute la critique, que je n'ai pas le temps de poursuivre dans le détail, mais il est évident qu'en 1940, la critique est posée par tout le monde. Pétain à sa manière, De Gaulle aussi, finalement. La constitution que prévoyait le maréchal Pétain avec son Conseil national, elle n'est pas tellement différente de la constitution de la Ve République. Il s'agit de restaurer le pouvoir exécutif, de faire de la présidence, finalement, une monarchie élective. Parce qu'au fond, c'est ça la conception de De Gaulle, même si on l'a un peu perdu de vue. Il est évident que l'argument essentiel, c'est l'argument de politique extérieure. Il faut se remettre dans la peau de ces gens qui ont été pris dans la débandade en juin 40 et qui se sont retrouvés dans une situation impossible, quel que soit le camp qu'ils aient choisi après, et qui ne veulent pas se retrouver dans la même situation. Voilà. Olivier Dard ou Michel Lesmarie, si vous voulez intervenir. Sur cette notion précisément de sécurité collective, la Maurras a des mots très très durs. Je me tourne vers Georges-Henri Soutou. Peut-être serait intéressant de revenir sur politique d'équilibre ou politique de sécurité collective. La sécurité collective, vous posez une question qui est extrêmement intéressante. En fait, la sécurité collective, en théorie, est différente du concert européen traditionnel parce qu'elle ne concerne pas seulement les grandes puissances, ce qui était le cas du concert européen traditionnel, mais toutes les puissances. Mais dans la réalité des choses, la sécurité collective telle qu'elle a été conduite après les années 20, elle revient en fait à reconstituer, sans le dire, le concert des grandes puissances, concert européen. Les accords de Locarno de 1925 entre Italie, France, Grande-Bretagne et Allemagne, c'est le concert européen. Le pacte à 4 de 1933, c'est le concert européen. D'une certaine façon, les grandes puissances reprennent la main. Pacte à 4, c'est toujours les quatre mêmes, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie. Les accords de Munich de 1938 sont toujours les quatre mêmes, sans les petits, c'est-à-dire sans la Tchécoslovaquie. Et on présente ça dans une très grande ambiguïté, comme à mi-chemin entre le concert et la sécurité collective. Si vous avez dans les mémoires du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Georges Bonnet, des passages étonnants où il emploie dans la même phrase concert européen, sécurité collective, pour justifier sa politique. Dans votre conclusion du colloque, Georges-Henri Soutou, vous dites qu'il y a deux raisons de l'oubli de l'œuvre de Maurras. La première, c'est que mai 68 est passé par là. Et la deuxième raison, c'est que avant 1970, la condamnation de Maurras pour intelligence avec l'ennemi semblait grotesque dans la mesure où tout le monde savait que Maurras ne supportait pas l'Allemagne. Or, visiblement, Qu'il est Tanger est une œuvre qui a réussi à passer entre les gouttes. Un des piliers du colloque, c'est bien le fait que il y a eu un discours qui a été prononcé à l'occasion du centenaire de l'école libre de sciences politiques, donc Sciences Po, le 8 décembre 1972, et que son auteur n'est autre que Georges Pompidou. D'abord, je voudrais revenir une seconde sur mai 68. Il faut bien comprendre ce que je voulais dire. C'est que depuis mai 68, qui a une expression, c'est une date, en fait, le phénomène commençait avant et s'est poursuivi après. On est passé en France, dans l'enseignement et dans la vie culturelle, d'une culture classique qui avait pris ses racines au XVIIe, au XVIIIe siècle, et on est passé à quelque chose de tout à fait différent, que je résumerai en une phrase. J'ai cessé de donner des textes de Mainville en explication à l'examen quand j'ai compris que mes étudiants ne comprenaient plus le français de Jacques Mainville. Pardonnez-moi, c'est le pédagogue qui parle. Quand vous avez des copies de gens qui travaillent, qui mettent des choses, qui ne comprennent pas la langue des documents qu'ils analysent, il y a un problème. Alors à partir de ce moment-là, si vous ajoutez toutes les références culturelles, et pour nous elles sont évidentes, c'est du latin, c'est du grec. Prenez un texte de Maurras, Daudet, d'une certaine façon, échappe à ça. Il est plus contemporain, plus moderne, si vous voulez. Mais Maurras, si vous ne connaissez pas la littérature, pas seulement française classique, mais antique, vous ne comprenez rien à son raisonnement. Alors ça, je crois que c'est une très grande rupture. Donc les gens n'ont plus les instruments intellectuels pour apprécier réellement la pensée maurassienne. Quant à Qu'il est Tanger, je pense qu'il y a un intérêt double. D'une part, dans les milieux qui vont faire la revue commentaire. Il y a un article, je crois, dès 67 ou 68, de Pierre Asner sur De Gaulle et Maurassisme, qui est centré sur Qu'il est Tanger. D'autre part, il y a l'autre courant qui a conduit à la déclaration de Pompidou à l'Institut des sciences politiques. Ça
très probablement, ça lui a été inspiré par son ami Raymond Pollain, qui était président de Paris 4 à l'époque et qui avait pas été commode, fait élire en quelque sorte ou favoriser l'élection en philosophie, c'est sa discipline, de Pierre Boutan. C'était un grand combat à l'époque. Pierre Boutan, bien entendu, qui l'étranger connaissait que ça. Donc je pense que vous avez là deux filières tout à fait différentes, mais qui, à elles deux, recouvraient une partie non négligeable du monde intellectuel français de l'époque. Ça a percolé, parce que mon père s'est acheté qui l'étranger à peu près à ce moment-là. C'est pas le bouillonnement dans le milieu. Bon, et puis, le président Pompidou a donné ensuite une onction. Olivier Dard. Oui, j'ajouterais, simplement pour compléter ce que vient de dire Georges-Henri Soutou, le fait que 68 est aussi, dans la mouvance maurassienne, l'occasion d'une forme d'aggiornamento. C'est quand même à ce moment-là qu'un certain nombre de jeunes gens s'intéressent à la question d'une lecture possible de mai 68 à partir de critères maurassiens. Et c'est tout ce qui va conduire, en particulier, Gérard Leclerc à publier son célèbre « Autre Maurras ». C'est les débats sur Mao ou Maurras entre Patrice Sicard, Patrice de Blinquette donc, et les maoïstes. Donc c'est un élément effectivement important parce que on redécouvre à ce moment-là un autre Maurras qui est celui des débuts, c'est-à-dire le Maurras de l'avant 14, l'idée d'une action française, j'emploie volontairement le terme, subversive, liée au syndicalisme, etc., etc. Ça dure assez peu de temps, mais c'est un moment tout à fait important et j'invite les auditeurs à se reporter, par exemple, on trouve maintenant ça sur Internet, à la nouvelle action française des débuts qui a été scannée et à laquelle on peut accéder. Et ils verront que, effectivement, l'action française qui pouvait passer pour, au fond, quelque chose de vieilli, de rancier, etc., retrouve à ce moment-là un certain lustre. Les choses, ensuite, à partir du début des années 70, enfin 72, 73, commencent déjà à prendre un peu de déclin, mais c'est un élément et c'est un moment, me semble-t-il, important, qui d'ailleurs corrobore, effectivement, l'intérêt que vous avez souligné pour Maurras dans d'autres milieux. Je crois qu'il y a un moment ici qui est important à souligner. Nous entamons la deuxième partie de cette émission. C'est une émission consacrée à l'école de l'action française. Je reçois 3 historiens. Je crois que c'est la première fois que je reçois 3 invités. Donc Georges-Henri Soutou, membre de l'Institut, Michel Leymarie et Olivier Dard. Je vais me tourner vers vous, Michel Leymarie. Donc, vous avez dirigé avec Jacques Prévotat, puis avec Olivier Dard et Nick McWilliam, 2 colloques, donc l'Action française, culture, société, politique. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est cette imprégnation de la société française. Et vous parlez d'adhésion à l'Action française pour motifs politiques, idéologiques, socioculturels, religieux, philosophiques, familiaux, esthétiques. Il y a quelque chose de complet. Et pourtant, il y a un paradoxe, puisque nous aurions pu en parler tout à l'heure à propos des dissidents. Dans les années 30, il manque d'action et on reproche à l'Action française de ne pas agir assez. Donc, comment expliquer ce paradoxe entre cette imprégnation de plusieurs milieux et cette absence d'action, finalement, puisqu'on se retrouve ni plus ni moins que dans la pensée politique ? Le programme que nous sommes fixés dans ce cycle, c'était d'étudier, de prendre la mesure de l'influence de l'action française, de l'imprégnation qu'exerçait l'action française et les idées maurassiennes dans différents milieux. Alors, les milieux, précisément, ce sont des milieux sociaux qui sont étudiés dans le premier volume, des milieux religieux, des milieux professionnels. Et là, on voit, pour s'arrêter un moment sur ce cas, que l'action française bénéficie d'appuis, de relais, de canaux de diffusion, mais que son influence, en fait, n'est pas aussi forte qu'on le croit, peut-être a priori. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Le monde du barreau, par exemple, en fait, dans ce monde du barreau, il y a une influence réelle de l'action française. Dans le monde, ce que la collègue qui est intervenue sur le milieu médical montre bien, pour ce qui concerne les milieux médicaux, c'est qu'il y a une forme de convergence sur un certain nombre de thématiques. Par exemple, le souci de la hiérarchie, l'antisémitisme, la xénophobie, le numerus clausus chez les médecins. En revanche, chez les militaires, on dit facilement, très facilement, beaucoup trop facilement, que les militaires sont acquis aux idées maurassiennes. Eh bien, il s'avère, preuve à l'appui, si je puis dire, que tel n'est pas le cas. En revanche, et Olivier Dard en parlerait beaucoup mieux que moi, les milieux économiques sont en fait très peu réceptifs. Et l'action française ne s'intéresse pas véritablement aux milieux économiques.
Et il y a une phrase, vous parliez tout à l'heure, c'est Georges-Henri Soutou qui parlait d'Emmanuel Baudelomini, voilà encore un auteur que l'on gagnerait à reprendre. Et Baudelomini disait que le mot racisme n'a pas à proprement parler imprégné les cadres dirigeants. Mais il nous faut ici distinguer d'une part l'influence politique de l'action française, et en ce sens c'est un échec, le coup de force n'est pas possible, distinguer l'influence politique de l'influence et de la diffusion d'un certain nombre de thèmes que Pierre Nora rassemblait dans le cadre global de l'envers de la République. Pierre Nora définissait l'action française comme étant l'envers de la République, donc distinguer le politique, l'idéologique et le culturel. Et là, en revanche, dans le domaine culturel, l'influence est considérable, à la fois à l'époque même, et puis ensuite chez les successeurs. Olivier. Oui, je voudrais compléter ce que dit Michel Desmaries d'un mot pour rebondir sur ce que disait Georges-Henri Soutou en début d'émission. Il s'agit de savoir, au fond, quand on parle de l'action française, de quoi on parle. Si on parle du journal, si on parle de la Ligue. Bon, et de ce point de vue, l'influence du journal est infiniment supérieure à la mobilisation que peut organiser la Ligue, sauf à des moments extrêmement précis. La Ligue, rappelait peut-être pour nos auditeurs, la Ligue avait un rôle d'action pure. La Ligue avait un rôle d'action, de propagande, avec effectivement, en plus, ces troupes de choc qui étaient les Camelots du Roi. Mais on a beaucoup parlé des Camelots du Roi à l'occasion d'un certain nombre de manifestations, notamment parisiennes. Mais le rôle, le poids de la Ligue à l'intérieur du pays, si on le situe dans la durée, il est à relativiser. En particulier, si on songe au poids numérique de la Ligue d'action française dans les années 30 par rapport à d'autres ligues, comme les Croix de Feu par exemple. Les chiffres de ce point de vue-là sont très en défaveur de l'action française. Alors j'ajouterais d'ailleurs que les dirigeants de l'action française eux-mêmes se sont finalement beaucoup plus intéressés au journal, et Maurras en tête, qu'à la Ligue. Je citerai ici deux exemples assez significatifs. On parlait des dissidents. Écrire l'histoire de l'action française, c'est aussi écrire l'histoire de ces dissidents qui, d'un certain point de vue, ont tous dit la même chose. Quand vous parliez du problème de l'action, c'est la célèbre formule de Rebattet dans Les Décombres, que vienne enfin le temps de l'action. Louis Dimier racontait dans ses souvenirs qu'il allait visiter des sections d'action française et que Maurras lui disait qu'au fond, il allait perdre son temps. Intéressant quand même pour quelqu'un qui se prétend ou qui est censé jouer un rôle politique et qui prétend et aspire à un rôle de chef politique qu'il n'est pas d'ailleurs. Car le deuxième élément qui est intéressant, c'est l'épisode bien connu de l'interdiction de la Ligue au lendemain des funérailles de Jacques Mainville. On est au début de l'année 1936. Lorsque l'action française est interdite, la grande crainte des dirigeants de l'AF, c'est l'interdiction du journal. Au fond, l'interdiction de la Ligue, évidemment, ne les laisse pas indifférents, mais elle n'est pas pour eux ce qu'il y a de fondamental. Car ils sont convaincus que la propagande par la presse, la propagande par l'idée, doit faire avancer les choses. D'où le fait qu'un certain nombre de thèmes d'action française peuvent effectivement essaimer dans l'ensemble de la société, au point d'ailleurs que, notamment sur des questions de politique étrangère, l'action française peut être en quelque sorte motrice, mais en même temps canaliser autour d'elle des gens qui ne seraient pas forcément d'action française quant à l'ensemble du programme. Michel Desmaries avant Georges-Henri Soutou. Juste un mot pour citer Thibaudet, qui est un des que vous connaissez bien, qui est un des premiers analystes intéressants. Hein. Thibaudet qui pense que l'œuvre de Maurras c'est une fête aux idées, c'est son expression, mais il dit également que le monarchisme ou le néo-monarchisme, c'est une idée de poète. Et Thibaudet, à ce propos, pour marquer la puissance du journal, écrivait que l'action française n'est pas le nom ou à peine le nom d'un parti politique, c'est le nom d'un journal à gros tirage admirablement fait. Georges-Henri Soutou. Oui, juste, je voudrais aller tout à fait dans le sens d'une phrase. En fait, nous sommes à une époque que nous avons oubliée. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait que les enjeux n'ont pas pris le côté sanglant qu'ils ont pris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une fête. C'est une fête. Ils sont à Paris, ils s'amusent d'une certaine façon. La rédaction de l'Action française devait beaucoup les amuser, parce que le journal est souvent assez drôle. Ils vivent, au fond, dans une sorte de bohème intellectuelle et presque personnelle, très agréablement. Il y a d'autres mouvements dont on pourrait dire la même chose. D'autres pays moins chanceux, avec des régimes peut-être moins patients que la Troisième République, là, les gens étaient obligés de s'engager plus. Si, dans l'Allemagne de l'époque, vous vouliez avoir une politique d'extrême droite anti-républicaine, il fallait vous engager plus fermement, parce qu'on ne vous laissait pas faire comme ça, n'est-ce pas? Et c'était pareil pour bien d'autres pays. Donc, ils font tellement partie de la société française, même s'ils représentent l'envers de la République, sur la formule de Nora qui est très très juste, ils font tellement partie de la société française, avant la Deuxième Guerre mondiale en tout cas, ou même avant 1936.
si vous voulez, que, au fond, ils ne sont pas poussés à cette opposition frontale qui aurait fait passer alors la Ligue au premier plan. Maurras, maître intellectuel plutôt que chef politique ? Oui, je crois que Maurras, incontestablement, exerce un magistère intellectuel. Chef politique, il de la guerre, Olivier Dard vient de le rappeler, et surtout, quand on entre dans l'histoire même de l'Action française, on s'aperçoit que, disons pour aller vite, l'organisation n'est pas le fort de l'Action française. On connaît le mot qui a été opposé à Barrès par les radicaux, nous avons les cadres. Eh bien, l'Action française n'a pas de cadre, n'a pas, à proprement parler, de structure politique. C'est une ligue qui a véritablement... C'est une ligue plus qu'un parti politique. Pourtant, il y a bien un moment, alors certes éphémère, mais Daudet est élu à l'Académie française, à la Chambre. Daudet est élu à la Chambre et il a une action politique, il pousse à la démission Aristide Briand. Est-ce que ces moments, et je pense surtout au plan des relations internationales, est-ce que ces moments comptent ? Oui, ce moment compte en tant que... C'est le moment parlementaire de l'Action française, 1919-1924. Daudet étant l'élu, se faisant battre d'ailleurs, n'étant pas renouvelé, échouant après l'élection sénatoriale, il informe en revanche un certain nombre de parlementaires. Daudet n'est pas seul. Mais là, on assiste au paradoxe même, un des paradoxes même de l'Action française, c'est-à-dire un mouvement anti-parlementaire qui présente des candidats aux élections. Oui, ça s'explique quand même dans le contexte de l'Union sacrée d'abord, et puis ensuite de 1919. L'Action française, on ne peut pas lui reprocher, a mis un peu entre parenthèses le programme royaliste à partir de 1914 pour un programme de défense nationale, et ensuite un programme de politique extérieure. Il y a un changement d'orientation qui est lié, je pense, aux circonstances. Il y a un réflexe tout simplement, patriotique, tout simplement. Bon. Pour revenir à l'aspect politique, Léon Daudet avait vraiment l'étoffe d'un chef politique. J'ai retrouvé l'autre jour chez un bouquiniste un livre très amusant, La Provence. Première partie, Léon Daudet, deuxième partie, Maurras. Ils avaient ça en commun, la Provence. Provençaux, tous les deux. La partie de Léon Daudet, c'est extraordinaire. Vous vous précipitez à la cave pour retrouver une bouteille de Châteauneuf du Pape. Vous auriez envie de manger avec lui les mets extraordinaires qu'il mange. Vous auriez envie de caresser les dames provençales qu'il décrit admirablement. Après ça, vous tombez sur la partie Maurras. C'est une notice d'antiquaire extrêmement savante qui remonte toujours au grec, forcément, mais qui est très ennuyeuse à lire, franchement. N'est-ce pas ? On ne voit pas revivre la Provence. Daudet, on a conservé quelques disques de discours de Daudet. Il pouvait prendre une foule en main. Enfin, il n'avait pas l'appareil, et à mon avis, pas probablement, surtout après 1924 et l'affaire de son fils, qu'il a 1925. Oui, absolument. L'affaire de son fils Philippe, qu'il a, à mon avis, détruit intérieurement, et il n'avait pas là ce qu'il fallait pour mener quoi d'ailleurs ? Pour devenir quoi ? Devenir quoi ? Qu'est-ce qu'il aurait pu devenir dans ce cadre-là ? Est-il souhaité rétrospectivement qu'il ait pris la tête d'une action politique à partir d'une ligne qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Michel Desmarais ? Oui, ce qui nous amène d'ailleurs à reconsidérer la date de 1926. 1926, c'est la date de la condamnation de l'Action française. Et un des acquis de ces travaux collectifs, c'est peut-être d'aller vers l'amont pour voir que l'Action française, une forme de déclin de l'Action française, est déjà amorcée. Alors c'est ce que dit Huguenin, d'ailleurs François Huguenin dans son livre à l'école de l'Action française. Le déclin de l'Action française, pour lui, date de la guerre, parce que la guerre fauche. Je vois Olivier Dard faire non de la tête. Juste pour dire qu'à ce moment-là, d'abord, il y a effectivement le bloc national et l'arrivée du cartel des gauches en 24. Et puis, à partir de 24, l'Action française entre en concurrence, se voit concurrencée par un certain nombre de ligues. Elles sont beaucoup plus actives et beaucoup plus structurées. Olivier. Oui, non, je crois que la guerre fauche, mais en même temps, il y a eu une remontée de l'Action française en 22-23, et ensuite, effectivement, une chute. Parce que je crois que le problème de l'Action française sur le plan politique, c'est, à mon avis, un problème double. D'abord, c'est effectivement, je ne crois pas que le fait d'avoir été une ligue ait été forcément un handicap. Parce que je crois qu'en France, la Ligue, le phénomène ligueur, participe d'une forme de modernisation des forces politiques, notamment à droite et pas seulement à droite. Simplement, dans le cas de l'Action française, il n'y a pas de chef incontesté, de quelqu'un qui aspire finalement à être à la tête de la Ligue, en ce sens qu'il aspire à être un chef politique.
Si on prend l'exemple des Jeunesses patriotes avec Pierre Tétinger, il n'y a pas l'équivalent à l'Action française. Peut-être que Marius Plateau aurait joué ce rôle, mais il est mort, on le sait bien. Deuxième élément important, c'est que à l'Action française, autant l'accent a été mis sur la formation des militants. On parlait tout à l'heure de l'Institut de l'Action française. Il y a tout ce qui s'est passé à longueur de semaine dans la célèbre salle de la rue Saint-André-des-Arts, etc. Sauf que dans la formation de l'Action française et des militants de l'Action française, rien ou quasiment rien n'est fait sur la formation politique, en ce sens qu'on n'apprend pas aux gens, au fond, à faire de l'action politique. C'est pas véritablement au cœur des préoccupations. Et là, de ce point de vue, à la fois les étudiants d'Action française ont un incontestable savoir-faire dans les domaines qu'ils maîtrisent, parce que l'Action française s'adresse à un certain type d'élite qu'elle est capable de former. En revanche, lorsqu'il s'agit de faire des chefs politiques, des dirigeants politiques, des futurs candidats aux élections, l'Action française est démunie et beaucoup plus démunie qu'un certain nombre d'autres. Nous nous retrouvons dans un instant pour continuer cette passionnante émission donc sur l'Action française. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à l'école de l'Action française. Nous avons vu dans une première partie donc l'influence du livre majeur de Maurras qu'il est Tanger. Nous avons vu dans une seconde partie ô combien, au fond, ce mouvement était un mouvement élitiste qui touchait culturellement, moins politiquement. Je souhaiterais me tourner cette fois vers Olivier Dard. Olivier Dard, vous avez dirigé un premier colloque donc avec Michel Grunewald, Charles Maurras et l'étranger et Charles Maurras, ainsi que l'an dernier un colloque consacré à Jacques Bainville. Profil et réception. Et le cas de Bainville est intéressant à bien des égards. Mais je voudrais revenir sur cette influence sacrée, au-delà de nos frontières. Et elle est véritablement importante. Et elle ne se cantonne pas à l'Europe, puisque vous donnez l'exemple canadien. Absolument. L'influence de l'Action française et du maurassisme, mais alors pris dans sa diversité, je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien Maurras que Bainville, voire Daudet et encore Valois également. L'influence du maurassisme, elle est importante à l'étranger, au-delà effectivement de l'Europe. Simplement, pour cadrer un tout petit peu les choses, parce qu'on n'a pas le temps évidemment de reprendre chacun des pays considérés, j'insisterai sur deux choses. La première, c'est que cette influence de l'Action française, elle est fondamentalement liée, mais on le sait bien quand on étudie un peu les transferts culturels et politiques, elle est fondamentalement liée aux conditions qui sont celles des pays d'accueil. Je vais prendre un exemple tout simple qui est celui de la Belgique. Avant 1914, au fond, l'influence de l'Action française en Belgique est relativement réduite, en particulier sur le plan des principes de politique extérieure de l'Action française, parce que la Belgique est attachée à sa neutralité. En revanche, lorsque la situation internationale va changer, l'écho de l'Action française en Belgique, des éditoriaux de Bainville, des éditoriaux de Maurras qui vont être reproduits dans toute une partie de la presse belge, vont être absolument considérables au début des années 20. Et les projets de l'Action française en matière de politique extérieure, la critique par exemple du traité de Versailles que mène Jacques Bainville, a un écho tout à fait considérable en Belgique, mais aussi en Roumanie, bref, dans toute une série de pays qui sont directement concernés par des questions qui sont au fond considérées comme exportables. Car, deuxième élément important, si l'Action française a un rayonnement important à l'étranger, ce n'est pas forcément elle qui le cherche. Je veux dire par là que le projet même de Maurras et de ses amis, c'est véritablement un projet qui se veut, en quelque sorte, franco-français, travailler pour relever effectivement un pays qu'ils estiment affaibli pour toute une série de raisons. Simplement, ce qu'il est important de voir, c'est que par toute une série de canaux, je parlais de la politique extérieure, ça peut être aussi les éléments religieux, ça peut être les éléments esthétiques, ça peut être toute une série d'autres paramètres, l'Action française va se trouver en résonance avec un certain nombre de situations étrangères, avec, et je termine là-dessus, un relais qui peut être important, un relais qui est joué par un certain nombre d'intellectuels, et notamment de gens qui sont venus à Paris voir les dirigeants de l'Action française et qui sont repartis ensuite chez eux, évidemment, et qui ont pu jouer un rôle de passeur, ce qui est tout à fait important. Et dans le cas des Canadiens, c'est incontestable. Il y a la latinité qui est importante. Vous y accordez d'ailleurs, Georges-Henri Soutou, une place importante dans la pensée maurassienne. Oui, incontestablement, même si c'est une sorte d'amour pour la latinité qui n'a guère trouvé de répondant, sauf peut-être au Portugal. Parce que le fascisme italien évolue quand même sur les lignes de force qui sont très différentes. L'Espagne de Franco, très sui generis, très difficile à faire rentrer dans le cadre de réflexion maurassien, même s'il y a eu quelques contacts. Maurras a écrit à Franco en 1939 pour que l'Espagne reste neutre. Il a encouragé
cela. Il y avait des contacts, incontestablement. Mais enfin, il y a des membres de l'Action française qui sont allés du côté de Franco pendant la guerre civile. J'ai connu le cas de Gaxot, par exemple. Gaxot était allé à un moment donné faire un reportage sur le front nationaliste, n'est-ce pas ? Les Tarot, Jérôme et Jean Tarot aussi. Oui, tout à fait. Donc, il y a quand même des liens qu'il faudrait développer un petit peu. Mais je pense que la véritable infusion de pensée maurassienne, en partie, ça a été le Portugal, avec une très grande attention portée par l'Action française au Portugal, à l'expérience de Salazar. Oui, c'est entre autres le cas de Bainville, parce qu'il y a une communication dans Jacques Bainville, Profil et réception, qui explique qu'il y a eu une histoire du Portugal qui est venue en quelque sorte en miroir de l'histoire de France de Bainville. Oui, c'est celle de João Améal, absolument, qui a eu comme modèle, effectivement, Jacques Bainville. Alors, effectivement, les liens avec le Portugal sont importants, mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Jean Rissoutou sur l'Espagne, l'Espagne est un exemple tout à fait passionnant. Pourquoi ? Parce que on voit très bien le problème, au fond, qui existe pour l'action française, pour son développement à l'étranger, avec la question de la résonance du pays d'accueil. Si on retrace très sommairement la chronologie des choses, la diffusion du maurassisme en Espagne s'opère un tout petit peu avant 14 et pendant la Première Guerre mondiale, autour des enjeux régionaux et notamment catalans. Par la suite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le facteur religieux ne joue pas ou peu, en particulier à cause de la condamnation de l'action française et de ses conséquences. Et quand l'action française et le maurassisme se développent en Espagne, c'est principalement au début des années 30 et particulièrement au moment où Maurras est traduit pour la première fois, l'enquête sur la monarchie est traduite à ce moment-là, on est au début de la République espagnole et un certain nombre de monarchistes de la Sion espagnole vont chercher justement à reprendre à leur compte les thématiques maurassiennes. Et puis ensuite, Georges Rissoutou a très bien dit les choses pour la période de la guerre civile. Par la suite, Maurras est resté une figure en Espagne, une figure connue. Il a même eu une rue à son nom à Madrid au lendemain. Oui, je me souviens d'avoir vu à Madrid, dans des librairies, dans les années 50, des ouvrages sur Maurras ou de Maurras traduits en espagnol. Absolument. Tout à fait, oui. C'est vrai. Je voudrais revenir sur, au fond, la nature de cette influence. Est-ce que c'est comme en France, une influence culturelle telle que vous la présentiez, Michel Lemarie, ou bien sommes-nous réellement dans une influence élitiste qui se cantonne à quelques cercles? On sait tout de même que le Vatican lui-même a été très inquiété par cette influence. Le Vatican qui à l'époque n'existait pas puisqu'il date de 1929 et que la condamnation date de 1926. Mais quelle est la nature exacte de cette influence ? L'influence, elle est à la fois culturelle et politique. En ce sens que on retrouve effectivement à l'étranger la diffusion, l'adaptation ou la réadaptation, d'ailleurs le réemploi, si je puis dire, le terme n'est pas très joli, mais d'un certain nombre de thématiques maurassiennes. Alors, avec d'ailleurs un travail que font les étrangers, qui pas forcément bien vu du côté de l'action française parisienne lorsqu'elle en est au courant, c'est le fait que les étrangers vont choisir. C'est-à-dire que vu de France, le maurassisme, on l'expliquait, c'est un ensemble relativement cohérent. Sauf que les étrangers, eux, ne se sentent nullement obligés à reprendre au fond le tout. Par exemple, en Suisse, la question religieuse et protestante, évidemment, n'est pas du tout perçue de la même façon qu'elle peut l'être en France. Au Canada, c'est pareil. Et il est frappant de voir qu'un certain nombre d'étrangers, notamment de jeunes étrangers, je pense à des jeunes Canadiens comme Marcel Hamel par exemple, s'autorisent une sorte de droit d'inventaire sur l'œuvre de Maurras. Et j'ai même trouvé dans la correspondance de Maurras un certain nombre de courriers de jeunes gens qui lui écrivent pour lui dire, voilà, maître, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Bon, on ne dispose pas, y compris dans les archives de l'autre côté de l'Atlantique, des réponses de Maurras, mais c'est un épisode, cela étant, tout à fait intéressant. Cela étant, j'ajouterais que l'influence de l'action française à l'étranger, c'est aussi, mais assez partiellement, il faut bien le dire, l'influence d'un certain modèle d'organisation politique. Il y a eu des tentatives, non pas pour véritablement créer une Ligue d'action française, même s'il y en a eu une au Canada, le modèle n'est quand même pas tout à fait comparable, mais il y a eu des choses de fait tout de même du côté des étudiants, qui ont tout simplement importé, ou essayé d'importer chez eux, ce qu'ils avaient pu voir au quartier latin, alors parfois d'ailleurs en étant extrêmement tensés par leurs autorités, et je ne résiste pas au plaisir d'évoquer ces jeunes Canadiens français qui avaient été très contents, notamment Brugési, qui était le neveu de l'archevêque de Montréal, de voir comment les camelots du roi fonctionnaient, et ils avaient imaginé à Montréal d'aller faire ce qu'avaient fait des jeunes étudiants d'Action française, c'est-à-dire d'aller gifler des ministres revenant par le train. Alors ils étaient allés voir l'abbé Groux en lui faisant part de leur idée évidemment mirifique, et l'abbé Groux les avait immédiatement calmés, ce qui fait que les jeunes Canadiens, qui n'étaient que quelques-uns, se sont abstenus de ce type d'activité. Vous voyez, donc là il y a quelque chose effectivement d'important, mais qui doit quand même être relativisé.
Georges-Henri Souton. Il y a eu un aspect religieux qui a été quand même important dans le monde catholique, parce que l'Action française est entrée de plein pied dans le débat du modernisme. Même si Maurras ne se présentait pas, mais il est entré par d'autres biais, mais à fond, l'un de ses livres les plus importants, à mon avis, c'est le dilemme de Marc Sangnier. Le dilemme de Marc Sangnier, il entre en plein. Alors là, étant donné le choc du modernisme, des réactions au modernisme, etc., et ensuite des réactions face aux réactions contre le modernisme, c'est toute l'histoire de l'Église catholique, finalement, depuis la fin du 19e siècle, eh bien, là, et l'Action française est pleinement impliquée, ce qui est la raison fondamentale de sa condamnation. Saint-Siège ne pouvait pas accepter d'avoir là une sorte de magistère parallèle. Et, bon, même si ça a eu d'énormes conséquences, c'est un fait. Et je pense que cette dimension, c'est très intéressant de voir dans quelle mesure cette dimension antimoderniste a été vécue de la même façon dans d'autres pays catholiques. Je ne crois pas qu'elle ait eu la même portée, parce qu'en France, cela venait rejoindre un très vieux clivage qui est fondamental, même s'il est complètement oublié, celui des traditions gallicanes françaises. Et Maurras, finalement, n'est pas gallican. Son livre sur le pape et la paix montre bien qu'il n'est pas gallican. D'une certaine façon, c'est tout à fait prodigieux. Comme le personnel républicain, officiellement laïque, est en fait gallican. La laïcité à la française, c'est une plaisanterie. C'est un gallicanisme qui ne s'avoue pas. C'est tout à fait différent. Je n'ai pas le temps d'exposer ça ici, il faudrait une émission entière. Mais c'est tout à fait passionnant. Mais je pense que là, c'est quand même très franco-français. Parce que l'évolution religieuse en Allemagne, en Suisse, etc., et en Belgique, et en Italie, évidemment, n'a pas pris les mêmes voies. Je reviens sur la France, peut-être pour terminer, parce qu'il nous reste peu de temps. Est-ce que on peut considérer, comme généralement le grand public le considère aujourd'hui, on a l'image d'un film sur le maréchal Pétain où on voit une personne présenter et dire voilà notre maître à tous, Charles Maurras. Est-ce que le pétainisme constitue, un prolongement ou un aspect du maurassisme ? Il y a des maurassiens à Vichy, mais on ne peut pas dire que ce soit seule et unique source de Pétain et du régime de Vichy. D'autant qu'il y a des maurassiens à Londres aussi. Non, je crois pas que... Et des résistants, oui, en général. Non, je crois que c'est... Bon, il y a effectivement des maurassiens à Vichy, mais d'ailleurs, il faut voir exactement lesquels et pour faire quoi. Avec d'ailleurs aussi une certaine déception pour un certain nombre d'entre eux. Et je pense que Vichy a joué, pour un certain nombre de maurassiens et de jeunes qui se sont retrouvés, un rôle en quelque sorte d'accélérateur. Quant aux espérances qu'ils pouvaient avoir, au fond, ils vivaient dans l'idée que si rien n'allait, c'est parce que le pays légal, au fond, était un pays mauvais et que lorsque le pays réel serait libéré, on verrait, si je puis dire, ce que l'on verrait. Et de ce point de vue, l'itinéraire de gens de la revue Idée, je pense à des gens comme Jean-François Gravier et quelques autres, est tout à fait significatif. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte pendant la guerre eux-mêmes, et ils l'écrivent, que finalement, on ne peut plus transformer la France selon le programme de l'Action française, et parce que le pays réel, au fond, ne répond plus à ce qu'il était perçu, décrit, analysé dans les colonnes de l'Action française, et qu'il faut passer à autre chose. Donc, de ce point de vue, je ne crois pas qu'on puisse quand même, quoi qu'on en ait dit, amalgamer délibérément les uns et les autres. C'est plus compliqué. Je partage pleinement ce point de vue, avec la grande déception. Pétain était tout sauf un général Monk. Il n'allait pas rétablir la monarchie, n'est-ce pas? Et là, bien des illusions ont dû tomber. Il ne faut pas confondre les orientations politiques et des pesanteurs sociologiques pour apprécier toutes ces questions. Existe-t-il un héritage du maurassisme aujourd'hui? On se souvient de la référence de François Fillon à Bainville lors de son discours sur l'identité nationale. Quelle est la postérité, en 2 minutes peut-être chacun, du maurassisme aujourd'hui? Alors, moi, je dirais d'un mot, dans mon domaine, nos autres spécialistes français de relations internationales, nous continuons dans l'ensemble malgré tout à poser les problèmes sous l'angle de politique d'abord. Je parle très brutalement, n'est-ce pas, parce que nos collègues étrangers font beaucoup moins. Michel et Marie. Oui, politique d'abord, mais échec du projet politique, j'y reviens. Et en revanche, rayonnement culturel, influence culturelle et diffusion idéologique. Cette question culturelle est importante. J'ai reçu à ce micro Éric Zemmour, et le combat d'Éric Zemmour est un combat d'abord culturel. Olivier Dard. Oui, je crois qu'il reste, il faut quand même le dire aujourd'hui, des héritiers du maurassisme qui se proclament comme tels. Il y a quand même un certain nombre de revues, de Politique Magazine aux épées, qui sont des revues tout à fait intéressantes et qui ont d'ailleurs un certain nombre de caractéristiques tout à fait communes à ce qu'est ou ce qu'a été le maurassisme. C'est-à-dire, au fond, effectivement, l'accent mis sur le style, l'écriture, les questions internationales, beaucoup plus
que sur l'idée de vouloir créer une quelconque force politique. Et je crois que de ce point de vue, si un mot doit résumer l'action française, c'est probablement plus le mot culture que politique, même si Charles Maurras avait comme devise politique d'abord. Eh bien, merci beaucoup Michel Lesmarie, Georges-Henri Soutou et Olivier Dard d'avoir répondu à notre invitation. Je cite les éditeurs et non plus les directeurs faute de temps. Donc chez Peter Lang, Charles Maurras et l'étranger et Charles Maurras, Jacques Bainville, Profil et Réception, toujours chez le même éditeur. L'Action française, culture, société, politique chez Septentrion, un ouvrage qui date d'il y a 2 ans maintenant, et bientôt, dans toutes les bonnes librairies, le Maurassisme et la culture, l'Action française, culture, société, politique, donc c'est le tome 3. Et enfin, Georges-Henri Soutou et Martin Motte, vous avez donc dirigé entre la vieille Europe et la seule France, Charles Maurras, la politique extérieure et la défense nationale chez Economica. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.